Il est 13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui accompagne le gouvernement et la société civile en matière de la promotion et la protection des droits de l'homme a dans un rapport rendu public le 3 septembre 2024 a livré les tendances des violations de droits de l'homme en RDC pour le mois de juillet. Les BCNUDH a recensé 400 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 20% comparativement au mois de janvier. Commentaire de Rantaluela. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a rendu public le mardi 3 septembre 2024 le principal tendance de violence des droits de l'homme en République démocratique du Congo pour le mois de juillet 2024. Le BCNUDH a recensé au total 400 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 20% comparativement au mois de juin dernier. Ces atteintes ont fait 1487 victimes, dont 767 hommes, 140 femmes, 80 individus de genre et âge inconnus, 55 garçons, 40 filles et un enfant de genre inconnu, indiquent les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. En ce qui concerne les provinces en conflit, les BCNUDH fait état de 340 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 15% par rapport au mois précédent, 291. Pour ce qui est de Kinshasa et le Haut-Katanga, les BCNUDH soulignent avoir documenté 60 atteintes aux droits de l'homme, soit une augmentation de 50% par rapport au mois précédent, 40. Il précise que ces atteintes s'expliquent entre autres par l'augmentation de cas de violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne au cours de manifestations politiques et publiques. Par ailleurs, le BCNUDH révèle que la section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté en juillet 2024 88 violations graves affectant des enfants dans le cadre du conflit armé, ce qui représente une diminution de 81% par rapport au mois de juin 2024, 455. Les données de cette organisation ont démontré que l'enlèvement a été à la violation la plus fréquente avec 33 cas, suivi du meurtre et mutilation, 31 cas, du recrutement et utilisation, 20, de cas de violences sexuelles, 3 et un cas d'attaque contre un hôpital. Le BCUNDH rappelle son accompagnement au gouvernement et à la société civile congolaise dans la promotion et la protection des droits de l'homme et dit avoir organisé sur l'ensemble du territoire au moins 13 activités au profit de 1154 personnes, dont 825 hommes, 329 femmes. Et de son côté, la nouvelle société civile congolaise n'est pas restée indifférente suite à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Dans un communiqué publié conjointement avec le réseau des défenseurs de droits de l'homme et de lutte contre la corruption, elle réclame l'interpellation du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur ainsi que le directeur de la prison afin d'établir les responsabilités. Les détails dans cet élément. Dans un communiqué conjoint paru ce mardi 3 septembre 2024, la nouvelle société civile congolaise NSCC et le réseau des défenseurs de droits humains et de lutte contre la corruption, RDDHLC, réclament l'interpellation du directeur de la prison de Makala, du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, ainsi que de responsables des services de renseignement civil et militaire suite à la mort de 129 prisonniers la nuit de dimanche à lundi lors d'une intervention violente des forces de sécurité contre une tentative d'évasion. Ces deux structures déplorent également des cas de viol des femmes signalés lors de ces tentatives d'évasion. Elle demande ainsi l'ouverture d'une enquête indépendante permettant de faire toute la lumière sur ces événements et d'établir les responsabilités afin que tous les responsables de ce carnage et auteurs de cette évasion d'une rare cruauté soient déférés devant la justice. Les indignations montent également au sein de la classe politique dont la plupart des acteurs ont dénoncé l'assassinat, le massacre ou encore le carnage, pointant les responsabilités des autorités étatiques qui ne respectent pas la vie humaine. Parlons santé à présent, le Nigeria est devenu la première nation
africaine à recevoir le vaccin contre la variole de singe avec 10 000 doses envoyées par les États-Unis la semaine dernière. Mais malgré cela, le nombre de vaccins expédiés sur le continent africain reste minime. Diane Bonga nous en dit plus. Aucune injection n'est encore disponible dans des pays comme la République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie. Un délai qui est dû, selon les directeurs adjoints de l'UNICEF, pour l'approvisionnement en vaccins, aux réflexions nécessaires pour établir un protocole de vaccination. En ce moment, l'une des choses sur lesquelles l'UNICEF travaille sur le terrain avec le gouvernement et l'OMS, ce sont les différentes stratégies. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur la meilleure stratégie à utiliser sur les personnes à vacciner. Une partie de cette planification est donc en cours. Il s'agit d'un ordre de priorité clair, car c'est ainsi que l'on peut faire parvenir les vaccins. La semaine dernière, le Centre africain de contrôle et des préventions de maladies ont déclaré qu'il y avait plus de 22 800 cas de variole et 622 décès sur le continent et que les infections avaient augmenté de 200% au cours de la semaine écoulée. Avant tout, il faut savoir qu'il y a un cas. Votre surveillance doit donc s'améliorer pour détecter les cas. Lorsque vous les détectez, vous confirmez qu'il s'agit de la variole du singe, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent ressembler à cette maladie. Il faut donc le confirmer. Ensuite, on isole les cas, on retrace les contacts des autres personnes afin de les placer sous surveillance. Et s'ils sont atteints de la maladie, vous les isolez également. La variole, également connue sous le nom de monkeypox, appartient à la même famille de virus que la variole, mais elle provoque de symptômes moins graves comme de la fièvre et des courbatures. Elle se transmet principalement par contact étroit entre deux peaux. Et dans l'affaire du coup d'État de Joué, le procès tend déjà vers sa fin. Le tribunal, voulais-je dire, militaire de garnison de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, a bouclé avec l'instruction et a pris l'affaire en délibéré. Il rendra son verdict le vendredi 13 septembre 2024. Merveille Loabéa nous en dit plus. Les avocats de la défense doivent ainsi déposer leur note écrite de leur plaidoyer au greffe au plus tard le vendredi 6 septembre 2024 afin de leur permettre de mieux motiver leur décision. Dans leurs derniers mots, tous les prévenus ont de leur côté plaidé non coupables et attendent du tribunal militaire de leurs acquittements. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, attentat, terrorisme, meurtre et tentative d'assassinat. Pour rappel, ce fait se sont déroulés le dimanche 19 mai dernier. Des hommes armés ont attaqué la résidence du Vital Kamere, président de la chambre basse du Parlement. Ils y ont tué 2 policiers de sa garde. Après, la quarantaine d'assaillants a pris pendant quelques minutes le contrôle du palais de la Nation. L'un des bureaux du travail du chef de l'État a descendu le drapeau national et a hissé le drapeau de l'ex-Zaïre du maréchal Mobutu avant d'être délogé par les éléments de la garde républicaine. Christian Malanga, chef des assaillants, avait été tué de l'assaut de la garde présidentielle. Et dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur est déterminé à améliorer les conditions de vie de sa province. C'est dans cette optique qu'il a reçu dans son cabinet le responsable de l'entreprise Seco Congo qui est à pied d'œuvre sur la centrale hydroélectrique de Tchala afin de fournir l'électricité dans la ville. Le responsable de ces sociétés a fait savoir que les travaux vont bon train et s'achèveront d'ici à la fin de l'année 2024. Regardez. La desserte en énergie électrique au Kasaï oriental constitue l'une des préoccupations majeures du gouverneur Jean-Paul Mbouemboua Kapo. Il a invité le mardi 3 septembre 2024 dans son cabinet de travail le responsable de l'entreprise tchèque Seco Congo qui est à pied d'œuvre sur la centrale hydroélectrique de Tchala dans l'objectif de s'enquérir de l'évolution des travaux en cours. Monsieur Lubos Koulavi a fait savoir à l'autorité provinciale qu'un lot important de matériel est déjà arrivé à Kinshasa pour la réhabilitation de la L13. D'ici fin 2024, les travaux vont se terminer et consisteront à remettre en état les 4 turbines. Nous, on est là pour exécuter le projet de réhabilitation de centrale hydroélectrique Tchala. Et on est là aussi pour augmenter la capacité de réseau de distribution de cette production.
On est sur le projet depuis mai. De 1er mai, on a commencé à exécuter ce projet. Et maintenant, on est en début septembre et le premier colis arrive. Donc, après 4 mois, on ramène un grand colis qui est actuellement à Kinshasa. On pousse que le processus administratif, on peut libérer le colis de Kinshasa et ça arrive jusqu'à là. Et on va installer la première pièce qu'on a fabriquée pour la turbine L13. Bon, le terminé de travaux, il y en a différentes phases. La première phase, c'est le bilan J1. Le bilan J1, on prévoit que toutes les 4 turbines, on va jusqu'à fin d'année, il doit être opérationnel. Ce courant temps attendu pourra servir à la production de l'amiba. Une quantité est réservée à la consommation domestique et une autre aux entreprises publiques comme la Régie des eaux. À en croire l'investisseur tchèque, le gouverneur de province s'est dit très content de ce projet qui va favoriser le développement du Kasaï oriental et permettre l'éclosion des petites et moyennes entreprises. Jean-Paul Mbouemboa-Capo tient fermement à la réhabilitation de cette centrale qui va résoudre la difficulté de la desserte en eau potable. Et terminons avec les sports. Le Léopard de la République démocratique du Congo ont entamé leur rassemblement pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce sera face au Sili national de Guinée et les Walias de l'Éthiopie, respectivement le vendredi 6 septembre à Kinshasa et le lundi 9 septembre à Dar es Salaam en Tanzanie. Le portier congolais Lionel Passy, qui a fait son retour après avoir manqué le dernier rassemblement du mois de juin, s'est dit satisfait et prêt à défendre valablement les drapeaux congolais. Suivez son propos. Ça fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la CAN, clairement. Je me suis blessé après la CAN et quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour dans l'équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool, je suis content. Je pense que ça va pas changer, hein. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance a été top. J'étais pas avec eux en juin, mais ouais, on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. On sait que c'est un match important. C'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine. On va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la CAN. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu. Mettez le feu vendredi au Stade des Martyrs. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Retrouvez la grande édition à 19h juste avec Ranta, lui est là. D'ici là, portez-vous bien, une très bonne suite de programmes sur nos antennes.